dirait des nouvelles. Jean-François Cadet, Laurence Alanic, Baptiste Antoine, Maïsa Costache. Bonjour, bonsoir. Crier haro sur le baudet, vendre la peau de l'ours. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Aide-toi et le ciel t'aidera. Tel est prix qu'il croyait prendre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Toutes ces expressions et proverbes, c'est un même écrivain qui les a inscrites dans l'ADN de la langue française. Vous le connaissez, un écrivain du XVIIe siècle qui, dans le sillage d'Ésope, se servit d'animaux pour instruire les hommes. Dans le monde francophone, Jean de La Fontaine est en effet, avec Jacques Prévert, la vedette incontestée des salles de classe et des manuels scolaires et la porte d'entrée des écoliers dans la littérature classique. William Mesguich s'est emparé de sa poésie, pleine de rire et d'invention, d'imagination et de fantaisie, pour ravir enfants et adultes le temps d'une représentation. Les fables de La Fontaine se donnent en spectacle jusqu'au 5 mars à l'espace Paris-Plaine, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour William Mesguich. Bonjour. La dernière fois qu'on vous avait reçu dans cette émission, c'était pour les Mémoires d'un fou de Gustave Flaubert, dans lequel vous incarniez Flaubert. Là, vous endossez donc les habits d'un autre écrivain, Jean de La Fontaine. Un écrivain, c'est par nature un personnage de théâtre. Ah oui, je crois. Il y a chez La Fontaine une part théâtrale incroyable. D'abord, c'était un personnage un peu théâtral, un peu maladroit, un peu distrait, qui a soufflé un peu le chaud et le froid au XVIIe siècle, qui a beaucoup écrit évidemment, qui était assez proche de la cour du roi, qui était un des auteurs, sinon officiels, en tout cas un des auteurs favoris de Louis XIV, et il a écrit des choses tout à fait théâtrales, tout à fait passionnantes, à la fois au niveau de l'écriture et au niveau des images que permet cette écriture. Il y a une sorte de foisonnement, de tourbillon de la langue, et je crois qu'on peut faire théâtre de ça, absolument, oui. Alors pourquoi en faire un spectacle pour enfants? Vous allez me dire, La Fontaine et les enfants, c'est une très longue histoire d'amour. Vous savez, j'ai mis en scène dans mon parcours théâtral 6 spectacles pour le jeune public, et il y a 10 ans, j'avais mis en scène une première série de fables. J'aime les fables depuis tout jeune, comme beaucoup de gens. Elles ne m'ont pas tout à fait quitté. J'ai décidé modestement de m'emparer d'une dizaine d'entre elles sur les 240 qu'il a écrites, ou 241, pour en faire justement théâtre et spectacle. Et dans mon esprit, le spectacle jeune public n'est pas fait que pour les plus jeunes. Et évidemment, La Fontaine se prête parfaitement à ce petit adage de rien du tout, c'est-à-dire que ça convient tout à fait aux grands. Je crois que d'ailleurs, chez les grands, il y a de l'enfance, plus que jamais. Moi, je suis un adulte depuis longtemps, et puis j'ai toujours une part enfantine très importante en moi. J'ai 2 filles, je côtoie des gens qui ont des enfants, je côtoie des enfants également. Je trouve que on doit pouvoir à la fois plaire aux plus jeunes et aux plus grands, et La Fontaine est vraiment à la rencontre des générations, j'allais dire. Enfin, en tout cas, il plaît aux parents, aux grands-parents, il plaît aux plus jeunes, il plaît, je l'espère, à ceux qui l'étudient à l'université, puisqu'il est étudié à l'université, au lycée, au collège. C'est un auteur majeur, un auteur phare, et quand on a décidé de travailler autour de ces fables, je me suis dit, il faut que ça puisse être un spectacle total, je ne sais pas, mais qui puisse plaire aux plus grands et aux plus jeunes, et faire la part belle à l'invention, quelle qu'elle soit, chez n'importe qui. Vous êtes bien chez Jean de La Fontaine. Je chante les héros dont Ésope est le père, troupe de qui l'histoire encore que mensongère contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Allô Jean, ici 14, Louis XIV. J'ai une mission pour vous. Si vous décidez de l'accepter... Allô, Majesté, oui, Jean à l'appareil, oui, vous allez bien, Majesté. Merci beaucoup. Oui. Un spectacle. Oui, Majesté, aucun problème. Pour demain, bien sûr, nous serons à l'auteur. Oui, mais en vers. Majesté, Majesté, ne croyez-vous pas, êtes-vous bien sûr? Bon, visiblement, William Mesguich, il savait ce qu'il voulait, ce monsieur 14. Eh oui, alors... on s'est posé, oui, évidemment, il savait ce qu'il voulait, c'est lui qui a commandé ces fables, et on s'est posé beaucoup la question de, comme on dit, de l'intrigue, du canevas, comment tout à coup aborder ces fables pour... Voilà, alors on a tenté par le biais d'une certaine modernité de raconter l'intrusion du roi Soleil comme ça dans cette aventure, comme une commande,
ce qui était le cas, je crois, oui. j'en suis même sûr, Ouais. et effectivement une volonté absolue de voir ces fables, cette fois-ci se réaliser sur scène, pas simplement de les écrire, mais de faire qu'elles existent en vrai. Et donc c'est à la construction d'un spectacle finalement que le public est convié à assister. Alors évidemment, quand on s'appelle Mesguich, il fallait forcément parler de théâtre, du plaisir Oui, et du de plaisir. l'envie de jouer. Effectivement, on est au XXIe siècle, les enfants et les adultes sont dans la salle. La Fontaine est censée être du XVIIe siècle, et tout à coup, il y a comme une sorte de filtre, de barrière entre la scène et la salle. Oui. La Fontaine se demande ce qui se passe derrière ce filtre, ce mur. Oui. Et Il casse un peu. il hein, c'est casse vraiment effectivement le quatrième comme on mur, dit, voilà. Un clin d'œil pour tout à coup être en phase, être pas en connexion, mais en direct avec les enfants, avec le public, et se dire tout à coup, bon, il va falloir inventer, et nous sommes au théâtre. Parce qu'on peut faire évidemment théâtre de tout aussi dans ce contexte-là, et montrer à quel point les ressorts du théâtre sont infinis et magiques, et c'est ce que je voulais faire. Alors le personnage de Jean La Fontaine, c'est vous-même qui l'incarnez, William Mesguich, on l'a entendu, et puis avec vous sur scène il y a deux volontaires ou presque volontaires, Oui, c'est voilà, ça. deux comédiens. Il y a le technicien de plateau C'est qui va ça. se retrouver enrôlé comme ça, Exactement. et puis une spectatrice. Voilà, l'ouvreuse, spectatrice qui effectivement, à un moment donné, veut participer à l'aventure. Et La Fontaine ne sait pas tout à fait comment construire cette chose-là parce qu'il n'est a priori pas metteur en scène. Et l'aventure démarre par les deux coqs et la première fable. Oui, oui. Deux coqs vivaient en paix. Une poule survint. Et voilà la guerre allumée. Amour, tu perdis Troie, et c'est de toi que vint cette querelle envenimée, où du sang des dieux mêmes on vit le xanthe teint. Longtemps, entre nos coqs, le combat se maintint. There is only one place here. And I am the only one. Okay? Le bruit s'en répandit par tout le voisinage. La jante qui porte crête au spectacle accourut. Il y a l'écriture, il y a le théâtre, on en parlait William Mesguich, et puis il y a le cinéma. Parce que le spectacle abonde de références cinématographiques. C'est Ils ont vrai. d'ailleurs plus celles des parents ou des grands-parents que des enfants. C'est vrai, on a voulu des clins d'œil. Alors, il y a à boire et à manger. Il y a des gens qui. Je crois que C'est très déroutant au C'est début, très on s'y déroutant. attend pas, Oui, on forcément. s'y attend pas. Moi, je suis plutôt d'un genre très respectueux, notamment de la langue. On a très peu changé le texte. C'était une gageure que de pas faire un spectacle d'après Jean de La Fontaine. Il est tellement sublime dans son écriture qu'il fallait être à la hauteur raconter les choses telles qu'il les a écrites. On a changé des petites bêtises, mais c'est vraiment 99,9% des textes de La Fontaine. Je mets un point d'honneur à jouer les syllabes, les rimes, à faire un Être dans travail. la rythmique de Oui, la langue aussi. un travail sur les allitérations, les assonances. C'est tellement magique, c'est tellement profond, tellement puissant, tellement magnifiquement écrit qu'on pouvait pas s'amuser à abîmer la chose comme si on était des gens qui allaient réécrire La Fontaine. Non, je ne suis pas Jean de La Fontaine. Il est tellement fort. Mais par contre, je crois que par le biais du théâtre, le décalage entre l'écriture et l'action et le geste, je me suis permis quelques écarts, du jeu, et des incursions notamment dans le monde du cinéma, dans le monde de la peinture, des clins d'œil. Ah, vous avez raison, des références parfois un peu aux plus grands pour que ça puisse aussi un peu toucher les plus grands, et puis les plus jeunes qui tout à coup voient le spectacle prendre une ampleur, une sorte de baroque un peu fou, et parce que je crois que La Fontaine permet cette chose-là, le plaisir de la langue, la beauté de la langue, la magie de la langue, et aussi tout à coup le décalage.
Et permet aussi, William Mesguich, d'explorer toutes les facettes du jeu de scène. Parce que il y a aussi de la chorégraphie, il y a du dessin, par vidéo interposée, il y a les ombres chinoises et puis il y a les masques. Et il y a les aussi, masques, forcément. Oui, j'ai demandé à la jeune fille Alice Touvet qui travaille avec nous sur les costumes d'être là aussi très présente au niveau de la construction des masques et aussi de faire que les costumes soient là aussi à la hauteur de ce génie. Enfin à la hauteur, en tout cas que ce soit pas, on n'est pas en jean pour jouer La Fontaine, on est travesti, on est transformé, on est d'autres en nous-mêmes. Et c'est là que ça fait théâtre. Effectivement, il y a là une part chorégraphiée, il y a un peu de dessin, il y a de la vidéo, des choses assez modernes, assez décalées, toujours avec, je l'espère, un grand respect de la langue pour entendre magnifiquement la langue. Il fallait, William Mesguich, rendre les fables contemporaines. Elles ne l'étaient pas naturellement. Je pense qu'elles le sont. Je ne prétends pas du tout les avoir rendues contemporaines. Elles sont tellement belles et tellement présentes à nos esprits, à nos cœurs qu'on ne peut qu'au XXIe siècle les admirer, les aimer. Disons que voilà, on a tenté le décalage par la référence, on a tenté le biais, le clin d'œil, de faire que tout à coup ça puisse se dévier pour faire entendre peut-être un peu différemment. Elles sont magnifiques, mais c'est vrai que pour un jeune public, quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, il faut aussi qu'il y ait des choses assez spectaculaires, et parfois l'image permet le spectaculaire. Oui. Vous faites même d'ailleurs quelques pas de breakdance. Ouais, un petit peu à un moment donné, voilà. oui, sur Rabat, oui, c'est comme si La Fontaine, mais il était un peu fou, ce La Fontaine est génial, et comme s'il pouvait se permettre de passer dans une autre sphère, un autre monde. Voilà, alors ça c'est sur le vieux coq et le renard. Hein. C'est pas une des fables les plus connues, en tout cas de La Fontaine. Comment est-ce que vous les avez choisies? Parce qu'il y a un dosage, j'imagine, assez précis que vous avez dû respecter. C'est ça, il y a 10 ans, j'avais eu l'occasion de travailler des fables, peut-être de rêver autour de fables un peu plus faciles et plus connues, telles que le corbeau et le renard, par exemple. Le corbeau et le renard, qui n'est pas dans le spectacle qu'on n'a pas représenté, non. Et également la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, ou le loup et l'agneau, enfin des fables, ou le chêne et le roseau, connus, je ne sais pas, mais en tout cas, qui étaient peut-être aussi un peu plus accessibles, entre guillemets, aux plus jeunes notamment, d'entrée de jeu, et des fables souvent que ces mêmes jeunes apprennent à l'école, étudient à l'école. Là, j'allais pas refaire le même spectacle, donc on est parti sur des fables un poil moins connues, telles que les deux coqs ou le coq et le renard, et peut-être aussi un peu plus exigeantes, j'allais dire intellectuellement, littérairement, c'est-à-dire Les animaux malades de la peste, qui est vraiment pas facile, mais qui est merveilleuse, qui est d'une beauté folle, d'une puissance, d'une tragédie incroyable, et puis également L'amour et la folie, qui est une fable que j'adore et qui est sans doute à l'origine de, voilà, l'amour rend aveugle et c'est la folie qui aurait causé cet aveuglement en abîmant l'amour et qui après doit lui servir de guide. Je trouve que c'est une fable très très belle, un peu plus difficile d'accès que celle que j'ai citée. On a conservé quand même Cigale Fourmi ou Lièvre et Tortue qui sont des références absolues et que souvent les enfants et les plus grands disent en même temps que nous, ce qui est toujours un grand plaisir. Voilà, et votre lièvre et votre tortue ressemblent à ceci. Le lièvre et la tortue. Le lièvre. Pronto mamma, sì! Ah sì, ho già mangiato la pasta, la minestrone, la pizza, basta mamma, basta! La tortue. Momento mamma! Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La tortue, come stai? Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Alors mamma, la tortue est complètement folle. Aussitôt, êtes-vous folle? Repartit l'animal léger. Ma com'è? Il vous faut purger con 1, 2, 3, 4 graines de mort. Sage ou non, je parie encore. Ma che cosa dici? Ouais. Ainsi fut fait. Et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Prego! Dai, la tortue, la tortue, va bene! Voilà, le lièvre a un petit côté Roberto Benigni. Un petit peu. Mesguich. Je vais proposer de faire un lièvre italien un petit peu flambeur, comme ça, avec une diction assez rapide, quand évidemment la tortue serait beaucoup plus lente
et tranquille, mais elle arrivera à bon port évidemment. Oui, voilà. Quelle sportivité que vous demandez aux comédiens qui sont avec vous, pas seulement pour le lièvre d'ailleurs. Non, les deux comédiens qui jouent les animaux donc se changent très vite en coulisses, font feu d'une grande activité pour justement être à la hauteur pour la fable suivante. Et j'ai demandé à chacun d'inventer aussi peut-être là un accent, là une démarche, là un regard, là un geste. Et c'est aussi la très grande richesse des fables réside là. Oui, souvent ils contrefont leur voix. Oui. C'est un grand classique dans le spectacle pour jeune public. Oui, parce que c'est un ressort comique indispensable. Oui, je crois que le lion dans Les Animaux malades de la peste ou dans Le Lion et le rat ne ressemble pas au renard du Corbeau et du renard dans sa manière de s'exprimer, de dire. Les mots ne sont pas les mêmes, donc nous on essaye modestement d'être à la hauteur au niveau de l'interprétation. Et si le lion dit mes chers amis, je crois que le ciel a permis. Début de Les mots de la peste, le renard va dire sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Et effectivement, je leur ai indiqué des couleurs, des écarts du jeu pour être, comment dirais-je, pour que les gamins soient dans la curiosité, dans le désir de savoir ce qui va se passer. Le texte est sublime. J'espère qu'on arrive à le servir avec toutes ces couleurs, toutes ces nuances. Alors il y a deux comédiens avec vous, deux comédiens de votre compagnie, le Théâtre de l'Étreinte. Oui, c'est ça. Ils ont participé à un casting, comme dit le personnage de Vent de la Fontaine. Non, effectivement, enfin pas un casting, mais je les ai pas auditionnés, je les connaissais et je leur ai demandé s'ils voulaient interpréter les animaux. Mais pourquoi deux comédiens seulement? Parce que vous en avez bien d'autres. Oui, bien d'autres. Oui. Il y a 10 ans, c'était sans doute né d'une nécessité, d'une contingence un peu économique, c'est-à-dire qu'on a dit une dizaine d'années, je vais jouer La Fontaine. Est-ce que vous voulez, de comédiens qui ne sont pas les mêmes que cette fois-là, mais est-ce que vous voulez faire tous les animaux? Et puis on va inventer à 3 la chose, pour des raisons notamment donc d'argent, mais pas que. Et puis aussi, à un moment donné, c'est devenu une volonté presque politique, artistique, enfin d'essayer d'inventer tout en étant très peu. Parce qu'évidemment, Bob Wilson notamment l'a fait sublimement à la Comédie Française. Enfin, c'était très beau, et une grande partie de la maison, des comédiens de la maison, comme on dit, était réquisitionnée et avait été engagée pour jouer. Et chacun jouait une fable, un personnage. Là, c'était l'occasion pour les comédiens aussi, dans un spectacle jeune public, mais qui peut convenir au plus grand, bien sûr, d'inventer plein de personnages et, comme on dit, de se régaler sur le plateau. Avec souvent d'ailleurs un jeu extrêmement burlesque, avec aussi quelques petites références, je crois, au cinéma d'animation, au dessin animé. Alors on est plus côté Tex Avery que côté Walt Disney quand même. C'est vrai, oui. On est je ne sais pas, il y a toujours des limites au spectacle qu'on fait. Moi, je suis assez satisfait des idées qu'on a trouvées. J'essaie toujours d'être dans une certaine exigence, une volonté d'excellence pour éviter l'écueil. Bon, il y en a sans doute un peu à droite à gauche, mais on essaie d'éviter l'écueil d'un cabotinage, d'une vulgarité. En tout cas, en étant le plus juste et puis le plus inventif possible, d'être dans la fantaisie et dans l'amusement, dans le plaisir de partager, d'échanger, de transmettre. Je parlais encore à des jeunes tout à l'heure parce qu'il y avait une représentation scolaire et les jeunes, je leur disais que c'était sublime La Fontaine, qu'ils étaient les passeurs comme ça et nous-mêmes, et ensemble on devait inventer cet héritage pour qu'il se perpétue et que les jeunes des générations suivantes puissent goûter ce plaisir-là de la langue, parce que c'est quand même unique d'avoir un tel auteur en France. Des représentations scolaires, disiez-vous, William Esguich, sauf qu'on est en France en plan Vigipirate renforcé. C'est dur aujourd'hui pour les compagnies comme la vôtre. C'est terrible. Non mais vraiment, c'est terrible. Notamment à l'occasion des vacances scolaires de février. Ce qui est le cas à Paris, dans pas longtemps, à partir du 19, il y avait nombre de centres de loisirs, des villes avoisinantes, le 15e, enfin Châtillon, Arcueil, Vanves, etc., Bagneux, des centres ont dû annuler à cause du plan Vigipirate. Ils n'ont pas l'autorisation de sortir, et ça c'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe d'avoir moins de monde dans la salle, de moins porter cette parole, que les enfants soient d'une certaine manière pénalisés. C'est pour nous presque une tragédie, et la directrice du théâtre est très inquiète et très triste. Les circonstances, malheureusement, dictent cette manière de faire. Quand c'est dans Paris, c'est différent parce qu'ils peuvent un peu se déplacer, ça dépend des écoles, ça dépend des arrondissements, mais globalement ça marche. Mais dès que c'est dans la très proche banlieue, malheureusement, aux alentours du 15e, beaucoup de gens se sont désistés et ont annulé, ça va être difficile. Eh bien, on espère que les auditeurs parisiens et franciliens de VMDN iront vous applaudir à l'espace Paris Plaine jusqu'au 5 mars. C'est ça.